Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo du lundi 6 mai 2019. Et pour analyser et décrypter l'actualité de la semaine, je suis en compagnie, comme d'habitude, de Guy Hervé, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec la grand-messe annuelle de Dell, qui en bon français s'appelle Dell Technologies World. Et Informatique News y était par l'intermédiaire d'Alain Barito, notre correspondant aux USA. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Des surprises, des choses attendues? Alors, on peut en dire pas mal. Il y a eu pas mal d'annonces, évidemment, dans le domaine du cloud et du multi-cloud. Mais il faut rappeler quand même que Dell est absent du cloud en tant qu'opérateur de service cloud. Et en particulier, donc il y a eu des annonces dans le stockage, il y a eu des annonces dans ce qu'ils appellent Unified Workspace, donc l'environnement de travail numérique, et une annonce sur laquelle on va parler plus particulièrement, c'est en fait, dont on avait déjà parlé, c'est la possibilité de mettre en mode natif VMware sur Azure. Et donc ça permet à des utilisateurs qui dans leur data center ont un environnement VMware de migrer facilement sur Azure et d'avoir les mêmes outils avec une intégration avec des outils côté VMware, côté Dell et côté Microsoft. Donc ça a été matérialisé par l'arrivée sur scène des trois patrons, Satya Nadella, Michael Dell et puis Pat Gelsinger. Donc ça a donné un peu plus de poids à l'annonce. Et en fait, ça me faisait penser que finalement, on dit souvent que la virtualisation, c'est la première marche vers le cloud. Mais si on regarde bien, VMware était le pionnier de très très loin dans le domaine du cloud. Et Dell VMware n'est pas un opérateur de cloud aujourd'hui. En revanche, Microsoft, qui est arrivé assez tardivement avec Hyper-V pour concurrencer VMware, qui a été, il faut bien le dire, qui n'a pas été une réussite, pour le dire comme ça, finalement, Microsoft, avec Azure, est un opérateur de cloud. Donc ça m'a un peu interpellé quand j'ai vu cette annonce-là. En tout cas... Et VMware n'est plus opérateur de cloud non plus, puisqu'on les ont vendus à... On va dire Dell VMware est opérateur de VirtuStream, mais je dirais que c'est un cloud un peu particulier, c'est pour faire tourner du SAP, donc des applications critiques, donc c'est une niche dans le domaine du cloud. Mais effectivement, ils sont absents du... Et ils ont vendu leur activité à OVH et à quelques... Absolument. Donc c'est peut-être que techniquement c'est le cas, mais en tout cas, en termes de stratégie d'entreprise, ça se vérifie pas. Sinon, autre annonce au niveau du poste de travail, j'avais noté la montée en puissance du VDI finalement, qui revient un peu à la mode. Et donc c'est leur annonce Unified Workspace. Donc effectivement, et Microsoft avait fait une annonce du même tonneau, si je puis dire. Bien. Donc le VDI finit par devenir une solution importante dans les catalogues des différents fournisseurs. Il n'y a plus qu'à installer dans les entreprises. Voilà, exactement. Alors, puisqu'on parle d'entreprise, la transition n'est pas évidente, mais enfin, on parle de la DINSIC, qui est la direction informatique de l'État, pour dire les choses simplement, et qui, ne le savent pas forcément, mais publie régulièrement un référentiel du logiciel libre, avec un acronyme encore tout à fait sympathique. Et donc, c'est l'occasion de le mettre à jour, ce fameux référentiel. Effectivement, alors, juste pour préciser, la DINSIC, c'est une DSI Group, c'est-à-dire que c'est pas une DSI opérationnelle, mais c'est plutôt une organisation qui donne la vision, la stratégie générale de l'informatique de l'État. Et donc, comme vous le disiez, elle a publié le référentiel, la version 2019, dans laquelle il n'y a pas énormément de nouveautés, mais on va en citer deux. Alors d'ailleurs, quand on regarde le catalogue, il y a 162 entrées, donc je ne sais pas si ça correspond exactement à 162 logiciels libres ou pas, mais en tout cas, c'est ça ce que ça représente. Donc il y a deux logiciels intéressants à mentionner. C'est un logiciel qui fait de l'anonymisation de données sensibles, et donc c'est dans l'air du temps, parce que la RGPD est arrivée, puis il y a d'autres directives qui font qu'il faut faire ce genre de choses. Donc ça, c'est une première solution à mentionner. Et la deuxième, c'est l'arrivée de Kubernetes,
Et donc, on en parle suffisamment régulièrement et elle fait son entrée dans ce référentiel. Alors, ce qu'il faut, c'est mentionner, il faut préciser que ce référentiel, finalement, n'a pas de caractère contraignant. C'est juste, en gros... les bonnes pratiques, non ? Voilà, les bonnes pratiques, et on dit aux administrations, aux collectivités locales, territoriales, de s'équiper de préférence avec ce genre d'outils. Alors, évidemment, elles peuvent, dans les appels d'offres, dire on veut des solutions de ce type-là. Mais en tout cas, ça n'a pas de caractère contraignant, ça donne une orientation générale, ce qui est le rôle de la DeanSync, entre parenthèses. Très bien. Alors on continue sur notre lancée. On parle de produits avec Box qui, j'allais dire, enfin s'intègre à Outlook après avoir annoncé il y a quasiment un an. Un petit moment, oui. L'intégration à Office 365. Oui, alors vous vous souvenez, on avait annoncé il n'y a pas très longtemps Dropbox et G Suite, Gmail. Et donc là, c'est Box qui fait son intégration avec Outlook. Et on avait dit qu'il clairement, il y a un mouvement qui est inexorable d'intégration de tous ces grandes solutions. Donc c'est le cas. Pour Box, effectivement, comme vous le disiez, on l'attendait depuis longtemps, cette intégration. Il y en a eu un certain nombre, mais Outlook, c'est quand même, je dirais, un élément de poids. Donc ça vient d'arriver et c'était intéressant de le mentionner. Alors en gros, ça permet quoi ? Ça permet à partir d'Outlook de sélectionner directement des documents dans Box directement. Dans Box, pardon, oui. Mon lapsus est révélateur. Mais bon, il y a d'autres éléments qui montrent que c'est une interaction un peu plus loin. Mais enfin, je dirais que c'est ce genre de choses que ça permet de faire. Alors on continue avec une nomination à propos d'une start-up. J'allais dire française, mais pas tout à fait le cas, en tout cas américaine, mais dont les deux cofondateurs sont français, on les avait reçus, Benoît Dargeville et Thierry Cruanès, qui changent de patron, puisque c'était l'ancien patron de la division serveur Microsoft qui est parti et remplacé par... Voilà. Alors effectivement, c'était Bob Muglia, donc c'est pas n'importe qui est arrivé aux commandes de Snowflake pendant 5 ans et qui a permis à l'entreprise, de se développer et de faire des levées assez considérables. Quand on avait reçu l'un des deux patrons français, comme vous le disiez, Benoît Dargeville, il venait de faire une levée de 450 millions de dollars, donc c'était quelque chose d'important. Alors il est remplacé, donc on ne dit pas pourquoi il s'en va, il est remplacé par Frank Slutzman, dont le nom ne dit peut-être pas immédiatement quelque chose à un acteur, mais qui n'est pas un inconnu non plus, puisque c'est l'ancien patron de ServiceNow, et qui a accompagné l'entreprise de 100 millions de dollars jusqu'à 1,5 milliard. Donc c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille. Il a été aussi patron de Data Domain, qui a été vendu plus tard à EMC. Donc il a quand même une certaine expérience. Donc ça va permettre à Snowflake de poursuivre son développement. Je ne veux pas dire de manière sereine, puisqu'elle a un patron qui connaît le secteur. Aux commandes. Et on continue toujours dans cette logique non pas de nomination, mais de levée de fonds et de développement, avec une autre start-up, peut-être plus qui convient d'ailleurs, UiPath, pas forcément très connue d'ailleurs en France, non, mais qui, comme on l'indique pas forcément, œuvre dans l'automatisation, qui est a priori le grand sujet. Voilà, alors donc c'est la fameuse RPA dont on parle déjà depuis un certain temps. Ils ne sont pas très connus en France, comme vous le disiez, ils sont présents en France depuis 1 an. Ils ont d'ailleurs organisé il y a 2-3 semaines une conférence sur le sujet de l'automatisation des processus logiciels. Donc pourquoi on le mentionne ? Parce qu'en fait là ils ont fait une levée de fonds. Alors comme vous disiez, c'est pas une start-up, ils ont été créés en 2005, donc ça fait 14 ans, ça fait un petit moment. Mais ils ont levé, donc c'est série D, donc il y a encore une série à venir, mais série D, ils ont levé 568 millions de dollars, ce qui valorise l'entreprise à 7 milliards de dollars. Donc c'est quand même conséquent. C'est une entreprise dont l'histoire qui emploie 2500 salariés et dont l'histoire est assez intéressante dans la mesure, en fait, c'est un Roumain qui a créé l'entreprise, donc elle a été basée au départ à Bucarest, et puis il était présent d'ailleurs à l'occasion de cette conférence, David Dines, et en 2017, il décide de s'installer à New York. Non, à New York, aux États-Unis. Donc je suppose parce que c'est un environnement plus propice que la Roumanie. Et donc on en est là aujourd'hui. Ils prétendent avoir 400 000 utilisateurs, donc
qui commence à faire, je dirais, quelque chose de significatif. Et donc, c'est également le signe que cette fameuse RPA, l'automatisation des processus logiciels, évidemment, qui, comme la robotisation, se voit beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de robot, c'est du logiciel, donc ça ne se voit pas, mais c'est en train de se développer de manière assez considérable. Et ça permettra, alors évidemment, c'est le descriptif habituel, ça permet de prendre en charge d'opérer des tâches qui ne sont pas valorisantes ni intéressantes et de dégager du temps. Ce discours-là, on l'a entendu depuis un certain temps, mais bon, peut-être que ça va arriver, sachant que il mêle beaucoup donc avec la RPA, il mêle beaucoup d'intelligence artificielle, parce que effectivement, il faut. Je trouve que c'est ça la grande nouveauté finalement, par rapport à des outils qui, comme on le disait, existent depuis pas mal de temps. Alors ça, c'était pour l'actualité de la semaine. Le grand dossier entre guillemets de la semaine, c'est la sécurité. Alors, on en parle régulièrement, mais cette fois-ci sous un angle quand même assez original et intéressant. Oui. C'est sur l'angle humain, parce qu'on n'arrête pas de parler des problèmes de sécurité, et on oublie souvent de dire que derrière, il y a des gens qui sont en charge de ça, les fameux RSSI, et visiblement, ils sont sous pression, et on peut le comprendre, parce que vu les problématiques, j'allais dire, ça part de tous les côtés, et c'est pas forcément facile de faire face. Et effectivement, quand vous dites qu'ils sont sous pression, je crois que le mot est assez faible, parce que donc, il se trouve que c'est une enquête qui a été commanditée par Symantec, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Donc je dirais que ce sont des environnements qui sont assez proches. Et le chiffre, s'il y a un seul chiffre à retenir, c'est qu'en gros, il y en a 2 sur 3 qui sont prêts à quitter leur activité. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un manque d'expertise, de compétences. S'ils quittent pour aller faire autre chose, pour aller faire boucher ou plombier, ce qui serait peut-être d'ailleurs plus rentable pour eux, je ne sais pas, ça veut dire que c'est un secteur qui va manquer cruellement de ressources. Donc c'est vraiment, je dirais que c'est quand même assez un peu alarmant. Et donc les raisons, elles sont relativement simples. C'est que il y a des menaces qui sont de plus en plus fortes à des intervalles de plus en plus répétés. Il y a un périmètre d'activité qui est de plus en plus large et de plus en plus complexe. Je suis pas sûr que le cloud améliore la situation. Il y a un environnement législatif et réglementaire qui est de plus en plus pesant. Il y a les RGPD, mais il y a plein d'autres choses qui s'accumulent, tout ça. Et puis, il y a le manque de compétences. Alors, c'est pas le manque de compétences des RSSI, c'est le manque de ressources disponibles pour gérer ce type de problème. Donc, ça fait quand même 4 facteurs, effectivement, dont on parle assez régulièrement, qui sont assez pesants, auxquels on peut ajouter un 5e, qu'on a déjà évoqué aussi, c'est que finalement, il y a une multiplicité de solutions et de fournisseurs. Et on l'a déjà constaté et mentionné à plusieurs reprises, c'est un secteur qui est très émietté. Il y a tout un tas de fournisseurs qui ont une solution pour faire quelque chose de très spécifique. Alors il y a en particulier Symantec, je suppose d'ailleurs que le fait d'avoir commandité cette enquête n'est pas neutre, mais l'idée de proposer une plateforme générale sur laquelle on peut intégrer les solutions qui répondront à des problématiques spécifiques. Mais on n'en est pas encore là. On sait que, je sais plus, on avait cité le chiffre du Césin, je crois. Oui, plus de 10. Chaque entreprise a plus d'une vingtaine de fournisseurs. Voilà, c'est ça. Donc c'est totalement ingérable. Donc ces pauvres RSSI, effectivement, ils ont du souci à se faire. Alors j'ai pas vu noter la notion de budget quand même qui était. Non, et alors effectivement, apparemment c'est pas mentionné dans le CAP. C'est pas forcément la contrainte, parce qu'on pouvait imaginer qu'en plus la problématique budget étant ce qu'elles sont, pas forcément évident. Et alors en plus, je crois qu'il y a peut-être un autre facteur, mais qui n'est pas directement mentionné dans l'enquête, c'est que les directions générales sont de plus en plus au fait de ce genre de problème. Il y a quelques années, on va dire. Oui, ça restait sous le manteau. Voilà, ils n'avaient même pas idée que ça existait. Aujourd'hui, ils le savent. Donc ils mettent une pression encore plus forte et dont les conséquences des attaques peuvent être absolument dramatiques. Bon, pour le coup, un sujet sur lequel on aura sûrement l'occasion de revenir avec peut-être des RSSI pour en reparler. Alors, pour l'événement de la semaine à venir, on reste sur finalement la RPA, puisqu'un cabinet d'études anglais qui s'appelle ISG
fait un séminaire de 2 jours oui. sur le sujet, les 15 et 16 mai. 15 et 16 mai, oui. Donc en gros, si vous voulez tout savoir sur la RPA, il faut aller à ce séminaire, donc cette conférence qui se tiendra à Paris au Shangri-La, donc c'est à côté de Iéna, là, c'est l'hôtel qui a été rénové. Et donc, comme je vous le disais, 2 jours de conférence avec des présentations de BNP Paribas, Carrefour, donc des entreprises de poids qui montrent que la RPA peut se mettre à des échelles assez importantes. Et puis pas mal de contributions d'analyse absolument, d'IAG, effectivement, du cabinet. Donc c'était quelque chose et qui confirme ce qu'on a dit précédemment. C'est un sujet qui monte en puissance et on le comprend assez facilement. C'est-à-dire que toutes ces applications qui sont un peu séparées les unes des autres, ça veut dire qu'il faut prendre les données d'un côté les uns avec l'autre, avec toutes les erreurs possibles et pour des tâches qui n'ont pas d'intérêt immédiat. Donc sont des outils qui sont effectivement bienvenus. Très bien. Et on conclut par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Cette fois-ci, c'est Amazon qui fait, passe au travers de vos fourches codines, qui a publié ses résultats et qui sont assez intéressants si on prend le prisme fiscal. Effectivement, si vous pensiez que Amazon était un leader dans le domaine du e-commerce, finalement, vous êtes trompé. C'est juste un gros cabinet fiscal qui fait de l'optimisation. Et donc effectivement, c'est un article du New York Times qui a été publié la semaine dernière, qui montre que en fait dans la liste des entreprises américaines, donc c'est aux États-Unis, donc ça veut dire des entreprises américaines qui payent les taxes au gouvernement fédéral. Et donc parmi les entreprises qui ont payé 0 taxe l'année dernière, Amazon est numéro 1. Donc l'année dernière, ils ont quand même fait 230 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 10 milliards de dollars de bénéfices nets, sur lesquels ils n'ont payé 0 dollars. Sachant que d'ailleurs, dans ces 10 milliards de dollars, la grosse partie, la grosse construction AWS, donc c'est pour ça qu'en particulier on en parle, mais donc c'est vraiment un gros mauvais point pour Amazon, et les résultats du premier trimestre viennent de sortir aussi. Pareil, on se demande si ça va continuer, et pire que ça, même suite à la réforme fiscale américaine, ils ont fait partie des entreprises qui ont retouché un petit supplément. Donc franchement, là, oui, a priori, Amazon, Jeff Bezos et Donald Trump partiraient pas forcément en vacances ensemble, mais en tout cas, il est bénéficiaire de la réforme. Ce sont des amis objectifs, on va dire. Pour le concurrent là-dessus. Merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt, merci. Voilà. Soit on a été long, soit on a commencé